Bonjour à tous, ou bonsoir d'ailleurs. Le Nouveau Monde, c'est pas un titre d'émission, c'est une manchette. Et on va réclamer d'ailleurs des droits d'auteur. Le Nouveau Monde, ça tient du slogan, ça paraît naïf. Comme de croire au progrès, c'est tout un programme. Alors, il y a les optimistes qui imaginent que le Nouveau Monde, c'est celui de l'après-coronavirus. Puis il y a les pessimistes qui se disent... L'ancien monde, c'était celui de la douceur de vivre et il ne reviendra plus. On verra bien. La pandémie n'est pas terminée comme chacun le sait et le nouveau monde, en tout cas, lui a commencé parce que le nouveau monde, en fait, c'est celui de l'après Donald Trump. Le monde de Joe Biden ressemble furieusement à l'ancien, mais il faut se méfier des illusions d'optique. Beaucoup de choses ont changé depuis 4 ans. Depuis que ce président, le moins belliqueux qu'ait connu l'Amérique depuis la guerre, a gouverné ce pays, et notamment au Moyen-Orient. Et on va tenter de faire un inventaire, de regarder qu'est-ce qui a changé, de discerner ce qui va maintenant changer. Et on va le demander tout ça à Antoine Assaf. Bonjour Antoine, bonjour, merci d'être venu à Télé-Sud avec vous. Au moins... On est sûr de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous publiez peu, quelques livres, mais peu. Dernier ouvrage paru, c'est le Tombeau de Pierre Boutan, qui avait été votre directeur de thèse quand vous étiez étudiant à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de L'Islam radical, Prix Vauban. Vous avez beaucoup travaillé avec la Marine nationale, vous êtes enseignant à l'école de guerre, à l'école navale. Vous connaissez le prix de la guerre, contrairement à beaucoup d'enseignants de l'école de guerre, puisque vous avez été otage au Liban pendant un peu plus d'1 an. Et vous avez raconté ça dans Terre Blanche, un journal d'un otage. Alors, par les temps qui courent, il y a des leçons à prendre au Liban, parce que les Libanais sont connus pour être... le pays le plus résilient au monde, celui qui souffre et qui arrive quand même à renaître. Et vous êtes vous-même donc une sorte de survivant. Alors justement, l'actu, c'est le Covid-19 et on voit que le Liban vit maintenant, depuis cette semaine, dans un grand confinement avec un couvre-feu général. Absolument. Déjà, merci de me recevoir, cher Vincent. Et puis, pour ce qui est de mes publications, moi, je publie toujours le livre qui émane d'une expérience vécue et d'une recherche. Sinon, s'il n'y a que la recherche, on fait ce que disait Fénelon à l'époque de Louis XIV, on fait des compilations. Et l'histoire disparaît. Donc, mon expérience de Liban a donné lieu à quelques publications, mais là, je prépare quelque chose suite à cette douloureuse expérience de Liban qui, depuis 90, c'est-à-dire depuis les accords d'Otaïf qui signaient la fin de la guerre du Liban, n'arrête pas de revenir à sa propre reconstruction. Et les aides qui arrivent, on les estime à 350 milliards depuis 90. Oui, c'est ça, parce que, il y a le confinement, il y a le coronavirus qui frappe terriblement le Liban, on va en parler, mais il y a tout le reste. Il y a le désastre politique, il y a la bérésina financière, on se demande comment les Libanais arrivent encore à vivre dans cette espèce de chaos et avec aucune perspective. C'est-à-dire le Covid ou le virus, moi je l'appelle le mal transcendantal, c'est-à-dire que c'est un mal qui dépasse la géopolitique du monde puisqu'il la perturbe, il dépasse les conceptions religieuses parce que c'est un mal qui vient de la nature, et puis il dépasse absolument toutes les destinées. Il faut, comme à l'époque du IVe siècle, de Marc Aurèle, à l'époque de Marseille au XVIIIe siècle, quand l'épidémie arrive, elle change un peu la direction. C'est comme quelqu'un qui barre un bateau, puis il a une vague force 10, c'est pas un Breton comme toi, ou Nantais, je vais dire, et le Liban est dans cette situation aujourd'hui. Et vous avez une opposition qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est-à-dire le corps médical libanais qui est de très haut niveau. Et il y a même des médecins qui sont avec Raoul, des médecins qui sont à Washington, qui ont participé à la création du vaccin. Tous les médecins du Moyen-Orient sont libanais ou palestinien. Absolument. Et puis, il y a là comme une opposition du pouvoir des médecins. Hier même, un des plus grands médecins a attaqué le gouvernement en leur disant « Vous êtes des incompétents, laissez-nous travailler, donnez-nous au moins les moyens ». Or, les hôpitaux sont complètement bandés. On opère les gens dans les voitures, on leur donne des
bouteilles d'oxygène chez eux. Et la débrouillardise libanaise revient aussi aujourd'hui pour sauver des gens qui meurent parfois dans les rues. Et puis, il n'y a pas de sécurité sociale au Liban. Chacun doit trouver son dollar pour payer sa bouteille d'oxygène, quoi. Le Liban, pour résumer, c'est 6 millions d'habitants à peu près, 250 000 cas, près de 2000 décès, il bat les records. Et il connaît actuellement le plus fort taux de progression du virus au monde. C'est un record dont il se passerait volontiers. 70% de contamination en plus cette semaine par rapport à la semaine dernière. Et le pire, c'est que les Libanais eux-mêmes ont l'impression que le monde s'en fiche complètement, et si j'ose dire, que le monde s'en lave les mains. Il peut le faire, mais il raterait à peu près dans cet axe de Orient-Occident, il va rater le port, le Havre de port de paix avant l'accès à l'Est. Le Liban a toujours été, depuis les Phéniciens, les Perses, les Babyloniens, les Grecs, les Romains et même les Turcs. Il y avait cette côte, là, ce qu'on appelait la corniche libanaise qui va de Tyr jusqu'à Tripoli. Elle est incontournable. Donc la France le sait aujourd'hui et c'est pourquoi Macron, comme jeune président, voulait absolument renouer avec le Liban pour trouver une solution en faisant un gouvernement de technocrates. On ne peut pas éviter le Liban. Il est petit, 10 452 km², mais il est grand par sa géopolitique. Elle s'impose au monde. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de fatigue libanaise ? Que le monde en a assez d'entendre parler de ces problèmes insolubles et préfère se détourner du Liban, regarder vers Dubaï, vers le Golfe, vers la Turquie pour les plaisirs. Finalement, se détourne du Liban qui a perdu sa... Comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas s'éloigner de la vitalité de la source. À Abu Dhabi, Dubaï, on crée des lacs artificiels, il y a le désert, enfin, les finances et le reste. Mais le Liban, il y a des sources, déjà naturellement, il a des milliers de sources. Il est la source des civilisations, il le restera toujours. Et c'est pourquoi j'ai une vision optimiste, c'est que le monde occidental reviendra vers le Liban. Les grandes puissances, les Américains, celle de Trump a commencé, celle de Biden continuera, les Russes occupent les ports de Tartous et Latakie pour avoir accès à la Méditerranée et surveillent le Liban. Et puis, bien sûr, tous ceux qui sont là. Nous ne pouvons pas éviter la carte géopolitique libanaise, mais n'empêche, ces peuples, depuis toujours, ont vécu le drame de subir le choc de l'Occident et de l'Orient sur leurs portes. C'est comme une sorte de tremblement de terre où ils sont sur l'axe même de sismique. Alors, vous disiez qu'Emmanuel Macron avait été accueilli, vous évoquiez sa visite au Liban, la première c'était au mois d'août dernier, il a été accueilli en sauveur, il a été acclamé dans les rues de Beyrouth. S'il revenait aujourd'hui, il serait accueilli avec des tomates, vous croyez ? Pas par la communauté chrétienne, parce que là, pour la communauté chrétienne, ils ont vu De Gaulle arriver. Et en 1941, De Gaulle, c'est quand même incroyable l'intelligence stratégique de Gaulle. Il a dit dans son discours, vous avez les mouvements islamiques fondamentaux qui grandissent et qui viennent du Sud, il l'a bien vu, et vous avez, vous, chez vous, ou bien vous créez un État, ou bien vous allez rester des petites communautés qui s'entretuent. L'État suppose le sacrifice de vos intérêts. Et jusqu'aujourd'hui, on est dans le même problème. Du côté chrétien, on sait que la France peut jouer un rôle déjà médiateur à l'égard des États-Unis. Mais du côté de la communauté islamique, depuis l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo, il lui balance des arguments extrêmement forts. Il lui dit « on ne veut plus de vous, vous serez accueillis très mal si vous venez, vous ne respectez pas notre prophète ». Il y a un islamisme radical chez les chiites qui revient. Et on lui a même demandé que Charlie Hebdo publie des caricatures sur la Shoah pour qu'on soit nous-mêmes rassurés. On ne les trouve pas. Donc vous favorisez les juifs israéliens, vous les respectez, mais nous les musulmans, vous nous méprisez. Et malheureusement, le Liban, qui était à l'abri de cette cause, revient. Et donc ils attendent Macron pour demander des comptes. C'est-à-dire que le discours sur la laïcité d'Emmanuel Macron, finalement, le rend inaudible aujourd'hui à Beyrouth, selon vous ? C'est-à-dire le critère de la laïcité peut permettre aux Libanais, et le général Aoun le sait très bien, lui, il prend la laïcité, c'est qu'on peut créer un gouvernement de technocrates et non pas un gouvernement qui émane de telle communauté, les 17. Et ce qui est impossible aujourd'hui. Quand vous avez entendu le président français réclamer que
que la classe politique, finalement, se saborde, exiger qu'à défaut de rendre des comptes, en tout cas, elle rende les rênes du pays qu'elle tient depuis 40 ans et qui l'ont conduit à la ruine. Elle s'est goinfrée, cette classe libanaise, cette classe politique, elle est extrêmement corrompue. Vous y avez cru qu'ils allaient céder ainsi la place, sans révolution, sans pression réelle? Le Liban est tenu par ses chefs féodaux. Et tant qu'il n'y a pas une véritable révolution, la mienne, c'est la génération de la guerre. On a subi la guerre palestino-israélienne et la création des milices. Mais la génération d'aujourd'hui, les trentenaires qui est descendue le 17 octobre 2019, c'est la génération qui est celle des grands médias, des GAFA, et qui veut absolument créer un Liban laïque. Alors je leur souhaite bonne chance, mais elle n'est possible qu'avec la mort ou le départ des autres chefs, à commencer par le général, Berri, les chiites, Hezbollah qui sont armés et qui ouvrent cette société au monde. Ils sont capables, mais il faut que ces gens passent. Bon, c'est-à-dire que c'est une espèce de révolution virtuelle dont vous nous parlez pour une génération GAFA, justement. Oui. C'est-à-dire qu'ils imaginent que les autres vont céder la place, qu'il suffit de l'exiger, alors que votre génération qui a connu la guerre sait combien de souffrances, combien il faut endurer, combien il faut payer pour réussir à faire bouger les choses, non ? Absolument. Et puis, moi, je vois le paradoxe se renverser. C'est-à-dire, quand vous avez aujourd'hui des gens qui disent aux Libanais, vous n'avez qu'à adopter pour une société laïque et vous aurez la solution, eh ben, nous regardons l'Europe. L'Europe se communautarise absolument partout dans le monde. On parle de la communauté turque en Allemagne, on parle de la communauté musulmane dans les pays, et savoir la France, et comme si l'Europe elle-même écrit une constitution presque communautaire pour sauver ces minorités et pour éviter les rebelles. Vous diriez que la France se libanise ? Le mot se libanise, je le prends dans deux sens. Ou bien dans le sens positif, et dans ce cas, je souhaite à la France de se libaniser, de trouver à un moment un équilibre pour que les minorités qui viennent de son empire, d'Afrique du Nord et de la Martinique, puissent trouver une place. Ça, c'est l'acceptation positive. Oui, mais dans se libaniser, il n'y a pas qu'une acceptation positive. C'est la conséquence de cette communautarisation, c'est que l'on passe à des actes terroristes, à des blessures profondes et à une guerre civile. Et à un affaiblissement de l'État et à une corruption galopante. Absolument. Et parce que quand l'État est affaibli, les aides que reçoit l'État, le Liban, je vous dis en chiffres, je le sais depuis le début de la guerre, recevait presque jusqu'à 9 à 10 milliards de dollars de sa diaspora à lui, américaine, européenne et africaine, de toutes les communautés. Et le Liban tenait la tâche. Aujourd'hui, la diaspora libanaise, c'était un peu une illusion d'optique. L'argent venait de la diaspora. Vincent, tu as trouvé le mot. Même dans le manuel de terminale, on parlait du miracle économique qui est le fondement de l'économie libanaise. Ce miracle économique, c'était les 12 millions de la diaspora libanaise qui envoyaient 9 milliards de dollars. Vous imaginez ? Alors, cette source est tarie. Elle est arrêtée parce que la diaspora est déçue de la politique actuelle, surtout de celle du général Michel Aoun, parce que c'est la diaspora américaine qui a fait voter le Syrian Act en 2004, qui l'a fait revenir à condition qu'il prenne ses distances je dirais, du monstre de l'alliance avec l'Iran et le danger du retour de l'Empire perse, Sud-Liban, Sud-Irak et Sud du Yémen. Et comme il a promis de libaniser cette alliance qu'il a fait avec le Hezbollah, aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'on a iranisé le Liban. Voilà, alors, la diaspora a arrêté. On va reprendre. Voilà. D'abord, vous êtes un aouniste déçu. On peut dire ça comme ça. Non, je n'ai jamais été dans un parti politique. De Michel Aoun. Oui, j'étais proche du général, j'étais proche de lui parce que cette alliance, il nous a promis que les Iraniens au Liban, donc le Hezbollah, sera libanisé dans son mandat. Or, ce que nous avons constaté, c'est qu'il a été libanisé. C'est-à-dire que le Hezbollah, peu à peu, a pénétré, infiltré tous les rouages de l'État. Absolument. Et il est la force dominante. Et actuellement, il est dans un argument. C'est un homme, pour moi, il est en dehors de la corruption. Le général est un patriote. Mais au fond de lui, il s'est rendu compte que cette communauté qui fait 1 600 000 aujourd'hui, sur un Liban de 600 millions, nous ne pouvons pas opter pour une guerre civile avec elle. Et il considère qu'il a évité par cette alliance une guerre civile contre les chrétiens. Alors, le général Aoun a essayé de ménager le Hezbollah. A contrario, les Américains ont systématiquement puni et de nouveau ont brandi des sanctions contre tous ceux qui se compromettaient avec le Hezbollah. Est-ce qu'on peut dire que
l'administration Trump a sabordé tout espoir d'une conciliation, celle que voulait par exemple Emmanuel Macron en brandissant des sanctions? Absolument. Macron, il a joué sur les deux faces. Il a dit, il y a un parti politique important qui est celui de la majorité chiite au Liban, mais il y a un parti militaire qu'il faut annuler. Cette séparation, les Américains la refusent. Pour quelle raison? Parce que c'est des armes qui viennent d'Iran, c'est des missiles extrêmement lourds que l'armée libanaise ne peut pas posséder. Et c'est pourquoi l'argument du général Arend, c'était de leur dire, nous avons une résistance dans le sud et je ne peux pas avoir les armes avec l'armée nationale que le Hezbollah possède. Autant utiliser ces armes pour neutraliser l'invasion israélienne. Or, aujourd'hui, on peut considérer que le Liban est libre. Et nous sommes en train de tracer les frontières, les fameux... Finalement, c'est terrible ce que vous racontez, parce qu'on a l'impression que la situation est totalement bloquée, que le pays s'enfonce dans la misère, qu'il n'y a aucune échappatoire politique qui soit envisageable, qui soit crédible. Finalement, la seule chose qui bouge, c'est l'esquisse du début de l'ébauche d'une négociation avec Israël sur le partage des eaux, poussée par les Américains. Vous dites pousser, moi je dirais imposer, parce que le Hezbollah ne voulait pas de cette négociation, et la preuve, quand Israël présente une solution sur 1000 km², la section 9, le Hezbollah fait sortir 1700 en plus. Du coup, Israël est dit, nous sommes, et la finule qui est entre les deux, parce qu'ils ne se parlent pas, comme vous savez pour le moment, ils sont l'un en face de l'autre, ils passent par l'officier de la force internationale des Nations Unies pour transmettre ces idées. Donc, il y a chez le Hezbollah la volonté de dire, finalement, nous sommes encore en résistance et vous occupez nos 1000 km² et vous occupez les fermes de donc Sheba. Ils ne veulent pas entendre parler finalement de cette fortune qui serait au fond de l'eau, qu'il faudra d'ailleurs des années et des années pour exploiter, pour en tirer un peu d'argent. C'est pas ça qui va solutionner le problème des fins de mois de ces 50% de Libanais qui sont désormais en dessous du seuil de pauvreté, de toute façon. Absolument. Mais je trouve que pour le Hezbollah, il est emporté par cette vague de négociations que je trouve admirable, moi. Les gens critiquent Trump, mais quel est le président américain qui a réussi à normaliser les relations entre les pays de l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Dubaï et Bahreïn avec Israël et créer une ligne aérienne? Ça va tenir, selon vous? À mon avis, c'est fini. Je crois les Arabes qui critiquaient les Libanais, qui ont menacé Bachir Gemayel de ne pas signer la paix avec Israël en mai 82. J'étais dans les négociations. Amin Gemayel. Bachir. Béchir Gemayel. Bachir qui a été élu. Béchir Gemayel, quand il a été élu, a été accusé d'avoir été élu avec le soutien d'Israël, et son frère Amin a été sanctionné pour avoir signé la paix du 10 mai. Oui, mais c'est Bachir qui a été menacé au début. Il a été assassiné à cause de cela. Il a dit donc pas de paix avec Israël parce que les Arabes nous menacent de fermer les banques, de chasser les 300 000 ingénieurs libanais d'Arabie Saoudite. Mais nous commençons par des bonnes relations. Ok, c'était déjà lâché à ce moment-là. Et alors ça, pour vous, maintenant, aujourd'hui, ça passerait? À mon avis, elle va passer, mais il faut que le Hezbollah renonce devant l'affaiblissement d'une négociation avec l'Iran à ses armes de résistance. De dire, voilà, nous avons notre frontière et aujourd'hui nous sommes un grand parti politique et le rêve du général Arend se réalisera, c'est que la milice deviendra la grande brigade spécialisée du Sud, mais sous l'égide de l'armée libanaise. On va parler du reste du monde arabe, parce que le problème, Antoine, c'est que vous êtes libanais finalement, vous êtes français, mais vous êtes aussi libanais. Et donc, vous nous parlez du Liban et vous restez sur le Liban. C'est terrible cet amour des Libanais pour leur pays, qui est quand même à leurs yeux le centre du monde. Est-ce que, d'un mot quand même, le communautarisme que vous évoquiez a protégé pendant plus d'un siècle finalement la communauté chrétienne de submersion, et donc elle a protégé le droit des minorités, et donc elle a protégé les libertés. Est-ce qu'aujourd'hui le communautarisme, c'est quand même le verrou dont les Libanais doivent se libérer? C'est-à-dire, il faut savoir qu'en 1920, le Liban était à 75% chrétien. Alors, quand vous avez une communauté chrétienne à 75% dans le pays, parce qu'il a attiré tous les réfugiés des chrétiens d'Orient, les Coptes, les Syriaques, qui venaient au Liban, et la montagne est devenue la refuge, la résistance des chrétiens d'Orient. Et le pays. Donc, le patriarche maronite, vous voyez qu'à l'époque, a dit, ou bien je crée un Liban national chrétien, comme Édé le voulait et comme la Juif était en train, mais un peu plus petit dans ses frontières, ou bien j'agrandis vers le sud, où il y aura plus de chiites, et vers l'est et le nord, où il y aura un peu plus de sunnites, et nous créerons un Liban de dialogue, et c'était sincère de sa part. Théologiquement, il voulait cette ouverture pour que le Liban chrétien puisse presque convertir les musulmans. Fatale erreur ?
C'est pas une erreur. Théologiquement, c'est ce que tout chrétien doit faire. Si moi je me trouve en face de quelqu'un, d'un athée ou d'un musulman, je lui donne ce que j'ai de mieux, mon Christ. Et après, je respecte son athéisme, son islam, son bouddhisme et le reste. Et le Liban, sur cela, comme il a parié sur ce dialogue, il a attiré vers lui des musulmans qui sont arrivés du pays balkanique et les missionnaires, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes, ayant été respectés dans ce pays, ils ont offert au Proche-Orient, puisque tu veux que je sorte du Liban, les meilleures écoles et les meilleures universités, Saint-Joseph, Jamour, les jésuites, qui ont créé une élite nationale semblable au même niveau que le lycée Louis-le-Grand et Henri IV, où j'étais élève. J'ai vu le niveau est le même. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays arabes, qui étaient, avec les courants d'Al-Banna et l'islam radical, ont été ramenés à des courants anti-occidentaux. Et le Liban est resté, parce que nous croyons en lui, ce pont entre Orient-Occident. Voyez-vous, aujourd'hui, un siècle après, ce sont ces courants de l'islamisme radical qui veulent intégrer au Liban un enseignement qui l'arrache à ce dialogue. Et c'est pourquoi, un siècle après, il faut sauver le Liban du dialogue, parce que c'est ça la vraie laïcité au Liban. C'est-à-dire, je dialogue avec un musulman qui peut venir dans mes écoles chrétiennes, dont je respecte la foi, mais je refuse la guerre de religion. La guerre du Liban en 1975 n'était pas une guerre de religion, c'était une guerre d'alliance des deux forces, Arabie Saoudite d'un côté, les Palestiniens de l'autre et les Hezbollah et les Iraniens, avec des alliances internes des Libanais selon leur sensibilité. Et puis c'est le champ clos finalement de la guerre froide, de tous les affrontements régionaux. Il y a eu toutes sortes de guerres à l'intérieur de la guerre. C'était des vraies poupées russes. Vous me parlez des écoles, mais aujourd'hui les écoliers ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de quoi payer finalement les frais de scolarité, parce qu'il y a le confinement, parce que les cantines, il n'y a plus rien au réfectoire pour déjeuner. Il y a vraiment, c'est quand même une grande déréliction. Avant que Donald Trump s'efface, on voit par exemple que les Israéliens mettent les bouchées doubles. Il y a eu un bombardement en Syrie cette semaine, le bombardement le plus meurtrier depuis le début de la guerre en Syrie, puisque ce raid israélien sur des positions tenues par les gardiens de la révolution iranienne a fait près d'une soixantaine de morts. C'est quoi? C'est une façon de prendre des gages, c'est une façon de profiter avant le grand gel de l'administration Biden. Vous attendez quelque chose de Biden? À mon avis, la stratégie de Trump qui a commencé, quand même, qui est assez forte, violente, c'était de décapiter les têtes. Slimani, c'est pas n'importe qui, c'est le chef des Pasdaran, c'est lui qui a fait la guerre du Liban et de Syrie à l'Hezbollah. Nasrallah, qui est le numéro 2 après lui. Bombarder est une chose, mais couper la tête du docteur nucléaire iranien Zouzayed, c'est quand même pas n'importe quoi. Et on a pensé même au chef de Nasrallah, de Hezbollah. Du coup, à mon avis, les F-15, les F-16 qui survolent le Liban aujourd'hui et qui voient tout le Liban, préparent et font savoir au Hezbollah que si cette fois il y a une tentative chez eux comme en 2006, eh ben, la bataille sera ouverte et Israël la gagnera avec une destruction aérienne du Liban. Biden sera prévenu et ils n'accepteront pas que le Hezbollah reste aussi puissant qu'avant. Biden aura affaire à l'affaiblir comme Trump, il ne peut pas changer. On va insister, ça va être très intéressant parce que Biden va être au pouvoir, mais on va assister aussi à peut-être un changement de règne, en tout cas. C'est une fin de règne qu'on vit actuellement en Iran. Parce que le guide est vieux, parce que le président va quitter sa place, parce que finalement, la République islamique va être, sinon décapitée, en tout cas va vivre un autre moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a une opportunité, là, qui s'ouvre? Ou est-ce que on va continuer à vivre avec la menace d'une guerre irano-américaine qui n'aura pas lieu? À mon avis, vous avez deux axes dans lesquels les Blancs se trouvent coincés. Il y a l'axe saoudien, sunnite, Bahreïn, Abu Dhabi, Dubaï, tout cela, pour moi, il est réglé pour les Américains parce que personne ne peut revenir à la dynamique de Trump. Ayant créé cette dynamique de relations, il a fait comprendre au roi d'Arabie Saoudite, surtout le jeune MBS, qui risque d'arriver au pouvoir très vite, que finalement, notre protection de vos pays contre les missiles iraniens, elle a ce prix. Vous allez normaliser avec Israël. Et Israël sera votre protecteur et votre conseiller dans les armes que vous achetez, frégates et autres, auprès de vous. Et d'ailleurs, il y a des membres de Mossad, même avant la normalisation, qui s'occupaient de conseiller ce que l'Arabie Saoudite conseillait comme armes. J'ai vu ça dans la marine. Ils ne peuvent pas maîtriser
Et ils ne peuvent pas être, comme disent les Australiens qui les entraînent dans les F-35, ils peuvent être largués seuls. Il leur faut une protection. Elle est américaine sous l'égide israélien. Du côté iranien, on va leur faire comprendre que votre guerre contre ces pays sunnites, les menaces que vous avez toujours dit, nous lancerons contre Bahreïn, elle n'a plus de sens et votre contrôle des 3 Suds, que moi j'appelle le Sud Liban, le Sud de l'Irak par les Kataïbes iraniens et le Sud du Yémen, n'est pas la résurrection de l'Empire perse que vous souhaitez ressusciter par l'enrichissement de l'uranium. Donc vous allez renoncer à tout cela et rentrer dans l'égide des nations. Et vous pensez que les Iraniens sont mûrs pour entendre ce discours et pour l'accepter ? Ils n'ont plus le choix. Les 2 assassinats, ce sont les 2, à mon avis, qui préviennent et qu'il a vraiment utilisé Trump pour leur dire, au-delà, ça va être la guerre. C'est-à-dire la guerre, c'est qu'on va bombarder des centres nucléaires, Ispahan, Téhéran, et puis leur faire comprendre. Je crois que... Et accélérer la récession. Liban, l'Iran, 2 pays qui donnent l'impression d'être bloqués sur le plan politique et qui tous les 2 sont soumis à une récession terrible et à un appauvrissement général. Absolument, parce que vous savez, quand vous allez en Iran, vous voyez une jeunesse, j'appelle ça la jeunesse souterraine, extrêmement cultivée, ouverte aux États-Unis et qui a des liens énormes avec ce qu'on appelle l'opposition des Moudjahidines iraniens qui sont en Californie. C'est les plus riches et ce sont eux, pour certains qui disent, qui ont organisé l'assassinat du docteur nucléaire. Et Trump les connaît, l'Amérique les connaît. Ils ne les négligeront jamais parce que c'est la seule solution pour l'Amérique après les moullas barbus, dès qu'ils arrivent au pouvoir, et à ce moment-là, il y aura un accord plus ouvert. Parce que l'accord nucléaire, comme tu sais, Vincent, est basé sur un principe philosophique de la TNP, le traité de non-prolifération, qui est le principe de la rationalité. Or, l'Iran est considéré comme un rogue state, un État irrationnel. Un État voyou et un État irrationnel, et une théocratie. Merci beaucoup, Antoine Assaf. Ainsi va le monde sur Télésud. On va continuer toute l'année à suivre ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Vincent, de me recevoir.